Le disciple, un conte de Patrick Buran-Sténas, publié au Mercure dauphinois. Le disciple. Il était une fois, dans un royaume bien loin d'ici, un alchimiste qui, avec le plus grand bonheur, se consacrait à son art. Sentant le temps venu, il décida de prendre un disciple. Mais comment le choisir ? Il devra être curieux, intelligent, humble, travailleur, respectueux, discret, sensible. Et plus l'alchimiste énumérait les qualités de son disciple, et plus l'espoir d'en trouver un s'amenuisait. « Je connais tous les gens de ce royaume, se lamentait-il, et aucun ne semble convenir. Que faire ?» Et c'est l'esprit tout à cette préoccupation qu'il se rendit à l'auberge du Dragon où il avait ses quartiers. À peine à table, la maîtresse des lieux, la bonne femme Branée, l'apostropha. « Oh là ! Bien le bonjour, maître Dollfus. Comment vous portez-vous, vous et vos fourneaux ?»« Bien, bien, ma bonne hôtesse, » répondit le maître. Mais voyant que le ton n'y était pas, la bonne femme revint à la charge. « Eh bien, Dollfus, vous semblez bien préoccupé. Racontez-moi vos malheurs. » Et elle s'assit à sa table en déposant devant lui une bonne chope de bière bien mousseuse. Il en prit une gorgée, s'éclaircit la voix et dit sur le ton de la confidence : « Eh bien, ma bonne femme, vous savez que je suis alchimiste. » La bonne femme tendit l'oreille. « Eh bien, il est temps pour moi de trouver un disciple, mais je ne sais comment faire. Le choix est trop ardu, dit-il dans un grand soupir. » La bonne femme réfléchit. « Disciple, disciple, c'est bien celui qui partage tous les secrets du maître ? » ?»« Oui, oui, » répondit l'alchimiste. « L'or, le pouvoir, l'immortalité ?» dit la bonne femme d'un air gourmand. « Si on veut, » répondit le maître. « Mais je peux vous aider, moi, » dit la bonne femme. « Il passe plein de monde dans mon auberge. »« Vous croyez ?» dit le maître avec réserve. « mais oui, s'enthousiasma la bonne femme. Laissez-moi faire, et je vous trouverai le disciple qu'il vous faut. »« Et pourquoi pas ?» dit le maître. C'est vrai qu'il connaissait la bonne femme depuis des années et qu'il n'avait aucune raison de refuser son offre. Et c'est d'un pas plus léger qu'il retourna dans son laboratoire. À peine l'alchimiste parti, la bonne femme ferma sa boutique et se précipita chez son galant. Là, elle frappa à la porte avec acharnement. « Jean, ouvre vite la porte, c'est moi, j'ai une grande nouvelle. » À force de taper, la porte s'entr'ouvrit et Jean apparut. C'était un grand homme à la belle prestance qui lui demanda d'une voix chaude : « Mais pourquoi diable fais-tu un vacarme pareil ? Tu vois bien que tu me réveilles, il est à peine midi. » Il faut dire que sa prestance et sa voix étaient bien utiles pour le métier qui était le sien. Il était aigrefin.
et il avait échoué dans ce royaume après une fuite précipitée, loin d'un certain nombre d'autres lieux où il avait sévi. Pour le moment, il vivait au crochet de Dame Branée et avait déjà sérieusement entamé ses économies. « Jean, reprit-elle, notre fortune est faite. Tu sais, Dolphus, le vieil alchimiste de la rue Haute. »« Ah, ce vieux fou !»« Eh bien, il cherche un disciple. »« Et alors ?» répondit le drôle. « En quoi cela me concerne-t-il ?»« Mais réfléchis, grand nigaud, le disciple est celui qui peut, s'il est malin, posséder tous les secrets du maître. »« Peu, répondit Jean. Quel intérêt y a-t-il de posséder quelques vieux livres poussiéreux ou quelques cornues nauséabondes ? Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est l'or. Et toi aussi, ma chérie, se dépêcha de rajouter le fourbe. Mais enfin, réfléchis, Jean, que cherche un alchimiste ? Une lueur de cupidité s'alluma dans le regard de Jean. L'index sur le menton, les yeux dans le vague, il venait de comprendre. Il voyait des montagnes d'or rutiler sur son avenir. Et le plus fort, c'est que c'était cette gourde qui les lui apportait sur un plateau d'argent. D'une voix mielleuse, il dit « Mon amour, quelle idée absolument merveilleuse ! Mais comment convaincre le maître de me prendre pour disciple ?»« Rien de plus simple, dit la bonne femme. Il me fait confiance et vient manger dans mon auberge tous les jours. Tu connais ma force de persuasion et sa naïveté. Je me fais fort de te faire entrer dans son laboratoire avant longtemps. » Ce qui fut dit, fut fait. Chaque jour, l'alchimiste venait manger. Et à peine était-il assis que son hôtesse, toujours plus prévenante, lui vantait les mérites d'un certain Jean dont elle avait entendu parler. « Vous savez, maître, disait-elle, c'est un homme très cultivé. Pour le moment, il est en voyage, car il cherche avec ardeur et persévérance la connaissance. Ayant entendu relater vos mérites, il sollicite de votre haute bienveillance une rencontre. »« Mes mérites ?» s'étonna l'alchimiste. « Mais personne ne me connaît. Comment cet homme... » Tu, répliqua la bonne femme. Tout le monde sait quel grand alchimiste vous êtes. La preuve, votre réputation déborde nos frontières. Flatté et rougissant légèrement, l'alchimiste se dit que c'était peut-être vrai. Et le temps passait. Et son hôtesse avait si bien fait les choses que maintenant c'était le maître qui demandait des nouvelles de Jean. Sentant le bonhomme à point, l'hôtesse dit à l'alchimiste que la confrontation se ferait le lendemain à l'auberge. Le lendemain, tout était prêt. Jean, habillé comme un grand voyageur,
les bottes pleines de terre aux pieds, un grand manteau de cuir poussiéreux et un curieux chapeau de fourrures exotiques sur la tête, entra dans l'auberge. Au coin du feu l'attendait l'alchimiste. D'un pas franc, Jean s'approcha de sa table, secoua son manteau, et en se découvrant, un sourire étincelant illuminant son visage, dit « Ah, maître Dollfus, j'ai tellement entendu parler de vous, et je viens de si loin pour vous rencontrer. Puis-je prendre place à votre table ?» L'alchimiste, tout de suite séduit par ce grand gaillard, l'invita bien volontiers à partager son repas. « Alors, mon ami, quelle est la quête qui vous a conduit si loin de chez vous ?»« Ah, maître, ma quête est celle de l'unité, de la connaissance et de la fraternité entre tous les hommes. » Étonné par cette réponse qu'il aurait pu formuler lui-même, l'alchimiste continua. « Bien, bien, et pourquoi vouloir me rencontrer ? » ?»« Maître, une si noble cause ne peut susciter que de nobles recherches. J'ai entendu dire que votre science était le plus sûr chemin pour atteindre la connaissance. Prenez-moi comme disciple et je saurai me montrer digne de votre confiance. » Un peu surpris, mais aussi touché par la sincérité de cette demande, le maître réfléchit et dit : « Vous savez que c'est une quête longue et difficile. Il faut s'affranchir de la peur, de la cupidité, de la lâcheté, de... » Au fur et à mesure de l'énumération, Jean avait l'impression que l'on citait ses plus grandes qualités. Beaucoup travailler, beaucoup donner, peu recevoir. Êtes-vous prêt à tous ces sacrifices pour l'art ? Oh oui, dit Jean avec exaltation. Eh bien, mon fils, dit le maître, qu'il en soit ainsi. Présente-toi à mon laboratoire demain à minuit. C'est en trinquant et en riant que les deux hommes se séparèrent tard dans la nuit. De retour chez sa complice, Jean ne put s'empêcher de se vanter, de parler de son grand esprit et de ses réparties philosophiques. Mais l'hôtesse fit remarquer que s'il avait si bien joué son rôle, c'était grâce à elle qui connaissait par cœur les phrases de l'alchimiste. Et c'est en rêvant à leur fortune prochaine que les deux amants s'endormirent cette nuit-là. Le lendemain soir, Jean se présenta à la maison de l'alchimiste. C'était une curieuse maison. Elle était très étroite et toute en hauteur. Sur les murs couraient des dragons de pierre. Et quand Jean passa sous la porte, il eut la curieuse impression que les visages de pierre sculptés en encoignure le suivaient du regard. Il traversa une cour minuscule. Au fond de celle-ci, il vit une porte dont le bois était très noir et très lisse. Cette porte
avait comme particularité d'être si basse que celui qui voulait la franchir était obligé de s'incliner très bas. « Quelle construction farfelue !» pensa Jean en frappant à la porte. Quelques instants passèrent. La porte s'ouvrit sans un bruit, dévoilant une volée de marches s'enfonçant dans la pénombre. Jean hésita jusqu'à ce qu'il entende la voix de l'alchimiste semblant venir de très loin lui dire « Entre, mon fils, je suis tout en bas de l'escalier. » Pour passer, Jean s'inclina fortement en maudissant celui qui avait fait une porte aussi basse et mit le pied sur la première marche. Seule son agilité de voleur lui permit d'éviter un vol plané. Il s'aperçut que non seulement les marches étaient glissantes, mais aussi inégales. C'est après maints efforts et autant de jurons qu'il arriva en bas de cet infernal escalier. Là, il ne put retenir une exclamation de surprise. Le laboratoire était intégralement taillé dans un roc brillant de mille feux, comme éclaboussé par l'énorme foyer qui ronflait dans le fond. D'un côté de ce foyer étaient creusets, cornues, alambics. De l'autre, fioles multicolores dont certaines irradiaient de lumière pourpre ou violine. Sur le mur de gauche, du sol au plafond, s'alignait une multitude de livres dont certains semblaient si vieux qu'un simple regard aurait pu les faire tomber en poussière. Mais ce qui fascina le plus Jean, c'est ce qu'il y avait sur le mur de droite. Dans une niche, elle aussi creusée dans le roc, se trouvait la plus curieuse lampe qu'il ait jamais vue. Elle semblait en verre et avait la forme de 2 serpents enchevêtrés. Mais surtout, elle rayonnait d'une couleur rouge incroyable. Le plus curieux, c'est qu'aucune flamme ne semblait entretenir cette lampe. Jean sursauta quand l'alchimiste lui posa la main sur l'épaule, tellement fasciné par la lampe qu'il l'avait oubliée. « Elle est belle, n'est-ce pas ? Voilà le but de ta quête, la réponse à toutes tes questions. Elle est le début et la fin de toute chose. Elle est la clé de toute transmutation. » Le mot fit écho dans l'esprit de Jean. Dame Branet lui avait dit que la transmutation était la transformation du plomb en or. Toi aussi, dans de nombreuses années, tu auras la lampe perpétuelle. Dans de nombreuses années, pensa Jean. Certainement pas. Je l'aurai plus tôt que tu ne le penses, vieux fou. Allez, assez discuté, Idolphus. Ton apprentissage commence maintenant. Tu vois le feu là, dans le fond ? Eh bien, il ne doit jamais s'éteindre. La température doit toujours être constante. Charge à toi d'aller chercher le bois et de l'alimenter. Jean se dit que ce travail ne semblait pas bien fatigant et lui donnerait toute latitude pour voler la lampe. « Et le bois, où est-il, maître ?»« Mais en haut de l'escalier, mon fils. »
Et combien de fois devrais-je en chercher? Oh, pas plus d'une dizaine par jour. Et bien sûr, autant de fois la nuit. La nuit aussi? S'exclama Jean. Bien sûr, mon fils. Et tous les jours? Bégaya Jean. Non, bien sûr, dit Dollfus. Le dimanche, je m'acquitterai de cette tâche. Jean s'étrangla et fit remarquer. Mais l'escalier est si inégal et la porte si basse. Ah, mon fils, si la porte est si basse, c'est pour que nous nous inclinions avec respect en entrant dans le laboratoire pour remercier la nature de ce qu'elle va nous donner. Et si l'escalier est si inégal et si glissant, c'est pour entraîner le cherchant à rester vigilant sur le chemin de la connaissance. Tout faux pas est sanctionné par une chute. Mais, maître, le chemin pour sortir, lui aussi, est compliqué. Bien sûr, dit le maître, quoi de plus naturel que de remercier la nature de tout ce qu'elle nous a déjà donné? Et c'est ainsi que commença l'apprentissage de Jean. 10 fois par jour il montait, il descendait. 10 fois par nuit il montait, il descendait. Et immanquablement, il se cognait la tête à chaque passage de la porte basse. Et au lieu d'apprendre la leçon, il maudissait tout le monde et surtout l'alchimiste à qui il saurait bien faire payer son infortune. Car, bien sûr, s'il se cognait la tête, c'était de la faute de Dollfus. Enfin, le dimanche arriva. C'est exténué que Jean s'en retourna à l'auberge du Dragon. Là, il se laissa lourdement tomber sur un banc. Quelques minutes plus tard, il dormait avec force ronflements dont il avait le secret. Dame Brannet l'aperçut. Elle se précipita vers lui et le secoua vivement. « Jean, Jean, réveille-toi !»« Hein? Quoi? Ah, oui. Maître, je retourne alimenter le feu. »« Mais non, balourd, c'est moi. Raconte !» Et c'est encore tout endormi que Jean lui raconta. Il parla de tout, du feu, des cornues, de l'escalier surtout, de son incomparable sacrifice. Et bien sûr, il parla de la lampe qui changeait le plomb en or. Dame Brannet répéta dans un soupir d'extase. « La lampe! Tu as vu la lampe ?» Et de rajouter, avec un éclair de cupidité, « Il nous la faut !»« Eh oui, dit Jean. Dollfus est toujours là. Et de plus, je ne sais pas comment elle marche. » Dame Brannet réfléchit et dit, « Bien, occupe-toi du mode d'emploi. Moi, je m'occupe d'éloigner Dollfus. » Ce qui fut dit fut fait. Après quelques jours de va-et-vient, Jean demanda à Dollfus, « Maître, vous m'aviez parlé des vertus transmutatoires de la lampe. Comme j'aimerais la voir fonctionner. »
Maître Dollfus réfléchit et dit : « C'est un grand secret, mon fils. Si tu veux le connaître, il va falloir que tu me donnes la chose la plus précieuse que possède un homme. » Jean réfléchit à toute vitesse. « La plus précieuse ? La plus précieuse ? Qu'est-ce que ça peut être ? Mon argent ? Mon cheval ? Ma maison ? Ma femme, peut-être ? Non, non, rien de tout ça. Ta parole. » Jean resta éberlué. Ce vieux fou allait lui donner le plus précieux secret de l'univers contre sa parole. En réprimant un cri de triomphe, Jean prit sa plus belle voix, son air le plus solennel, et dit : « Maître, jamais ce secret ne sera divulgué et jamais il n'en sera fait un mauvais usage. » « Bien, bien, dit le maître satisfait, suis-moi donc. » Le maître prépara un creuset, imite une once de plomb, posa le creuset sur le feu jusqu'à ce qu'il prenne une jolie couleur cerise. Alors, avec déférence, il s'approcha de la lampe. De son sommet, il retira un petit bouchon de liège, préleva avec une aiguille de pin une petite goutte de liquide rubis. Avec précaution, il porta cette goutte au-dessus du creuset où le plomb était en fusion et lâcha l'aiguille. À l'instant où la goutte entra en contact avec le métal, le laboratoire tout entier fut illuminé de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Le mélange se mit à pétiller, à chanter. Une lune miniature naissait dans le creuset, puis un soleil et enfin un minuscule dragon émeraude. L'animal fabuleux regarda par-dessus le creuset comme s'il réfléchissait. Puis, semblant prendre une décision, plongea au fond du liquide en fusion. L'alchimiste prit de grandes pinces pour se saisir du creuset qui avait repris une couleur normale. Il l'inclina au-dessus d'un marbre. Et là, devant les yeux ébahis de Jean, un liquide doré se coagula sur la plaque. Jean s'approcha, n'y tenant plus. Et bien qu'il se brûlât les doigts, il prit le métal avec de petits rires hystériques. C'est de l'or, regardez! Ça marche! Quelle merveille! Je suis riche, riche! Et en voyant le regard que lui lançait le maître, il rajouta : riche de savoir, bien sûr. Merci, merci, maître. Quelle puissance est la nôtre! Vous vous rendez compte, maître? Quel pouvoir! Les rois vont manger dans ma main, dans votre main. Du calme, mon fils. N'oubliez pas que c'est un secret. Personne ne doit savoir. Oui, bien sûr, se souvint Jean. Et en rigolant, il dit : vous avez, ma parole. Et de rajouter : maître, en souvenir de cette expérience fabuleuse, puis-je garder le métal ? Le maître le regarda. N'y voyant aucune malice, il le lui donna bien volontiers. Jusqu'au dimanche suivant,
Jean regarda le métal sous toutes ses coutures, rêvant à chaque reflet, à chaque tintement. Jamais lors de cette semaine, il ne se plaignit de la porte basse ni de l'escalier. C'est avec plaisir qu'il alimenta le feu. Les jours passèrent et le dimanche vint. C'est dans un état d'excitation proche de la folie que Jean se précipita à l'auberge. Il ouvrit la porte à la volée, à 2 doigts de la décrocher de ses gonds. Il bouscula les quelques clients qui étaient là et se précipita vers dame Branet en entamant une espèce de danse tribale et en criant « Ça y est, je l'ai !» « Tu as quoi ? Répéta dame Branet. « Mais la méthode !»« Quelle méthode ?» dit-elle. En jetant un regard au client qui tendait l'oreille, il dit « Mais tu sais bien, la méthode !» Et il lui fit voir le métal doré qu'il tenait dans sa main. Les yeux de dame Branet s'agrandirent, et les clients eurent la surprise de les voir tous les deux entamer une gigue endiablée. Le soir venu, le dernier client parti, les 2 compères mirent au point leur plan. Dame Branet dit « Bien, tu as la méthode. Il ne reste plus qu'à retenir ce vieil imbécile de Dollfus assez longtemps pour que tu puisses voler la lampe. Je sais comment m'y prendre. Tiens-toi près de main. Tu auras toute la matinée. Ce qui fut dit fut fait. Le lendemain matin, maître Dollfus, comme à son habitude, se rendit à l'auberge. Il prit place à sa table et vit arriver une dame Branet dans un état épouvantable. Elle avait l'œil rouge, de grands cernes noirs sous les yeux et émettait sporadiquement des quintes de toux à fendre l'âme. Le maître la regarda étonné. Lui qui l'avait vue si fraîche la veille lui dit « Oh là, ma bonne femme, vous semblez bien mal en point. »« Mais non, répondit-elle en grimaçant péniblement un sourire. « Mais si, je le vois bien. Laissez-moi donc vous examiner. Venez à ma table. » Elle s'approcha de lui en titubant, fit 3 pas et s'effondra dans un bruissement d'étoffe. Le maître se précipita, il héla 2 clients. « Oh là, vous autres, donnez-moi un coup de main, aidez-moi à porter cette dame dans sa chambre. » L'un lui tint les jambes, l'autre les bras, le maître la main. Ils la conduisirent à l'étage et la couchèrent. Avec une toute petite voix, reprenant à peine conscience, elle dit « Laissez-moi maintenant. » Et comme les 3 hommes sortaient, elle rajouta « Non, pas vous, maître. Tenez-moi la main. Ça me fait tellement de bien. » Le maître s'assit près du lit et prit la main de la malheureuse. Il la trouva étonnamment fraîche pour une personne dans son état. Il dit « Dame Branet, il ne faut pas rester comme ça. Permettez-moi de vous laisser un instant pour que j'aille chercher un remède dans mon laboratoire. »« Non, restez près de moi, je me sens déjà mieux. » Ce fut seulement après-midi que Dollfus put quitter le chevet de dame Branet. Sa guérison spectaculaire l'étonnait encore sur le chemin du retour. Même les cernes avaient disparu après qu'elle eut demandé à se rafraîchir dans sa salle de bain.
et s'est content d'un tel miracle qu'il retourna dans son laboratoire. Jean attendit un instant, tous les sens aux aguets. Il était dans le laboratoire depuis plus d'1 heure déjà. Et toujours aucun signe du maître. L'affaire semblait bien s'annoncer. Dame Branet avait fait du bon travail. Un dernier coup d'œil dans l'escalier, et Jean s'approcha avec précaution de la lampe. Il avança la main, sentit une douce chaleur, toucha la lampe. En proférant un affreux juron, il retira vivement sa main en regardant ses doigts qui se couvraient de cloques. « Cette maudite lampe brûle comme du feu !» cria-t-il. Regardant autour de lui, il remarqua le tablier de cuir près de la cheminée. Et c'est avec précaution qu'il entoura la lampe pour en faire un paquet qu'il fourra aussitôt sous son bras. Était-ce une illusion ? L'escalier semblait plus étroit. Il monta les marches 4 à 4. Était-ce une illusion ? La porte semblait plus basse. Il la franchit et partit en courant, alors que la porte de bois claquait violemment derrière lui. Sur les murs de la maison, les dragons de pierre grondaient et les visages semblaient si tristes. Le maître rentrait chez lui. Il ouvrit la porte, descendit l'escalier en criant « Jean, Jean, tu ne sais pas ce qui vient de m'arriver !» Pas de réponse. « Jean, où es-tu ? Oh, oh !» Arrivé au bas de l'escalier, il sentait plus qu'il ne vit que quelque chose manquait. L'atelier était froid, mort. Avec un frisson, il regarda la niche vide. Alors, il comprit. Plus de gens, plus de lampes. Le curieux malaise de Dame Branet. Il s'assit sur un petit tabouret, la tête entre les mains, en se répétant. Il avait pourtant donné sa parole. Ils étaient devant la cheminée de l'auberge. Jean avait démailloté la lampe et l'avait posée sur une table. Dame Branet avait préparé un gros creuset qu'elle avait rempli jusqu'à la gueule de plomb. Celui-ci était placé sur un grand feu qui ronflait. C'était le moment. Le grand moment. Retenant sa respiration, Jean s'approcha de la lampe. Et comme il l'avait vu faire par le maître, il retira le petit bouchon, prit une goutte de liquide rubis avec une aiguille de pin et laissa tomber le tout dans le creuset rougeoyant. « Regarde !» dit-il à sa complice. « Regarde cette merveille !» Rien. Il ne se passa rien. Pas de lune, pas de soleil. Ou pourtant si. Il se passa ceci. Le mélange bouillonna et un minuscule dragon rouge pointa son nez en dehors du creuset et dit d'une toute petite voix « T'es qui, toi ?» Jean, interloqué, hésita et finit par dire je suis le maître et je transmute. » Le dragon prit un air goguenard. « Toi, le maître ? Et en plus tu transmutes ? Quel grand prodige !»« Il suffit, s'énerva Jean. « Fais-moi de l'or. »« De l'or ?» s'exclama le petit dragon. « Mais bien sûr, mon bon maître. » Et il disparut dans le métal en fusion avec un grand éclat de rire.
Dame Branet demanda à Jean si c'était toujours comme cela que se passait l'expérience. « Oui, oui, se ressaisit Jean, tout va bien. » Il saisit le creuset, le renversa sur le marbre prévu à cet effet. Et là, devant leurs yeux cupides, se coagula le métal doré. Jean poussa un soupir de soulagement. C'était de l'or, il était riche. Ils reproduisirent l'expérience toute la nuit. Et bien que le petit dragon rouge ne daignait plus réapparaître, à chaque fois, le plomb était immanquablement changé en or. Le lendemain matin, c'est exténué, mais de fort bonne humeur, que dame Branet ouvrit son auberge pour ne pas éveiller des soupçons, comme elle disait. Pendant ce temps, Jean se rendit dans la rue des Marchands pour vendre son or au plus offrant. Il alla d'abord voir l'orfèvre. « Oh là, mon compère, dit Jean, combien me donneriez-vous pour cette merveille ?» Et il plaça sur le comptoir un lingot du plus bel effet. L'orfèvre le regarda, le soupesa, le goûta même, et satisfait répondit « C'est en effet un or du meilleur aloi, bien qu'au premier coup d'œil il m'ait semblé bizarre. Je t'en donne 200 couronnes royales. » C'était un excellent prix, mais Jean dit « Un or de cette qualité, ça vaut au moins 300. » L'orfèvre reprit le lingot, le ressoupesa, le huma. « Bon, allez, 250, mais c'est mon dernier prix. Top là, il est à toi. » Il se rendit ensuite chez le fripier, où son or fut aussi bien accueilli. La mode était alors au fil d'or pour décorer les pourpoints. Il proposa son service au rôtisseur. Alors, disait Jean avec un sourire entendu, est bien plus facile à protéger que tes pièces de bronze, plus facilement transportables, et regarde comme il brille. Le rôtisseur céda et donna à Jean toutes ses économies. Il se rendit ensuite chez maître Anselme, le notaire. « Bien le bonjour, maître Anselme, je suis venu quérir une propriété. » « Bien, bien, dit le notaire en se frottant les mains. De combien disposez-vous, mon bon Jean ?» Jean dit d'un air détaché « Oh, vous savez, le prix m'importe peu, je veux ce qu'il y a de mieux. »« Bien, bien, dit le notaire en se frottant les mains avec plus d'acharnement encore. Si monsieur a les moyens, j'ai justement une superbe propriété de 200 acres avec une rivière, un lac et un superbe petit château. Mais c'est cher, très cher. » Jean jeta négligemment 5 lingots sur la table et dit « Cela suffira-t-il » Le notaire fit disparaître les lingots avec une telle prestance que l'on aurait pu croire qu'ils n'avaient jamais existé. « Oui, oui, » s'empressa de dire le notaire, « mais il y aura des frais. » Jean jeta un autre lingot qui suivit le même chemin. « Très bien, » dit le notaire radieux, « je m'occupe de tout. » Et de rajouter sur le ton de la confidence « Mon bon maître Jean, d'où vous vient cette subite fortune ?» Sur le même ton, et à l'oreille du notaire, Jean répondit « J'ai eu la cruelle douleur de perdre un mien parent dans mon pays tout là-bas, mais cette douleur fut grandement atténuée par le legs substantiel qu'il me fit. »« Je comprends, dit le notaire. Veuillez accepter mes condoléances. Je les accepte. Et n'oubliez pas, je viens chercher les papiers pour la maison ce soir. » Cela faisait longtemps que Jean ne s'était pas senti aussi bien. Il avait les poches pleines, il était considéré.
Même le notaire l'avait appelé Maître Jean. Et c'est d'un pas alerte qu'il retourna à l'auberge. Il raconta sa journée à dame Branet. Un trait d'inquiétude lui fit pourtant demander « Edolphus, des nouvelles ?» « Non, aucune, » répondit la bonne femme, « pas vue à l'auberge. Et toutes les questions que j'ai posées discrètement aux clients sont restées sans réponse. »« Parfait, » dit Jean, en faisant claquer ses mains. « Apporte-moi donc à manger et à boire. »« Ah, bon, » répondit-elle, « j'ai cru un moment que tu avais des remords. »« Des quoi ?» répondit-il, et il s'empiffra. Le lendemain matin, maître Oreste, l'orfèvre, arriva à son échoppe, tout joyeux, comme à son habitude, en pensant à tout le bonheur qu'il aurait à travailler ce jour-là. « Tiens, dit-il, aujourd'hui, je m'en vais marteler l'or de maître Jean. Il a l'air si fin. » Il ouvrit le tiroir avec un air gourmand. Son sourire se figea sur son visage. « Mais, où est mon or ?» À la place du métal solaire, ne subsistait qu'un lingot de plomb du gris le plus sale qu'il ait jamais vu. N'en croyant pas ses yeux, il le prit, le raya, chercha sans succès au fond du tiroir. C'était bien du plomb. Alors, un cri de rage monta dans sa gorge. « Jean, ce chien de Jean, il m'a roulé. Je ne sais pas comment, mais il m'a roulé. » Et c'est l'écume aux lèvres qu'il se rua hors de sa boutique pour retrouver son voleur. Arrivé à la nouvelle maison de Jean, il vit qu'il n'était pas seul. Déjà, hurlant, pestant et tambourinant à la porte était le fripier, le rôtisseur, le notaire et bon nombre de personnes qu'il ne connaissait pas. L'on entendait des « Ouvre la porte, voleur! Notre or est devenu plomb! Rends-nous notre argent !»« Tu ne perds rien pour attendre, pandard, » dit le notaire. « Restez là, vous autres, je vais chercher le guet. » À l'intérieur de la maison, Jean n'en croyait pas ses yeux. Tout son or était redevenu plomb. Et en entendant la foule à l'extérieur, il comprit qu'il en était de même pour les autres. Dame Branet se précipita vers Jean. « Que se passe-t-il, Jean ?» dit-elle affolée. Jean, abattu, répondit d'une voix d'outre-tombe. « L'or de la transmutation, regarde !» Et il laissa tomber sur la table un lingot qui, au lieu du tintement sonore de l'or, fit un lamentable ploc de plomb. « Nous sommes perdus, » dit Jean. « Écoute cette meute dehors. J'ai même entendu le notaire dire qu'il allait chercher le guet. »« Enfuyons-nous, » dit dame Branet. « Impossible. Ces forcenés gardent toutes les issues. » Dame Branet réfléchit à toute vitesse. Une lueur cruelle brilla dans ses yeux. « Peut-être pas, Jean, j'ai une idée. » Et elle lui exposa son plan. « Ouvrez, dit-on en frappant violemment à la porte. Au nom du roi, ouvrez !» Jean se fit la mine la plus épouvantable possible, l'œil triste, les épaules voûtées comme sous le poids d'un accablement fatal. Il ouvrit la porte. Le guet, le notaire, le fripier, l'orfèvre, le rôtisseur et toute une foule s'engouffrèrent dans la maison en criant « Au voleur !» Jean, sans se départir de sa tristesse et en montrant son propre tas de lingots de plomb, prit la foule à témoin.
Vous aussi, mes amis, vous êtes victimes de la malédiction. La malédiction ? Répéta l'auditoire apeuré. Regardez, mes amis, mon or, mon bon or, il est tout en plomb. La foule interloquée regarda et dut constater que c'était bien du plomb. Le notaire répliqua en disant « Oui, bien sûr, je vois bien que c'est du plomb, mais qu'est-ce qui me prouve que c'était de l'or ?» Alors, d'un geste théâtral, Jean sortit de sa poche le lingot transmuté par maître Dollfus. En voyant le métal doré, la foule fit de grands « Oh !» « Mais comment est-ce possible ?» dit le notaire, un peu moins sûr de lui. « Ah, sans doute, dit Jean en levant les yeux au ciel, parce que pour montrer ma grande piété, j'avais prévu de donner cet or à l'Église. Il aura été protégé de la malédiction par Dieu lui-même. » Devant une telle dévotion et une démonstration aussi éclatante, la foule ne put que se ranger auprès de Jean. « Mais qui alors ?» dit le rôtisseur. « Qui est assez vil pour commettre un tel acte ?»« Ah, ça, dit Jean, aucune idée. Bien que... Mais non. Mais si, répliqua le fripier. Si vous avez une idée, donnez-nous-la séant. Jean s'éclaircit la voix et dit, sur le ton de la confidence, n'avez-vous pas remarqué que depuis le début de la semaine, nous ne voyons plus maître Dollfus ? Dollfus, s'écria le notaire. Mais non, enfin, c'est un brave homme. Nous utilisons tous ses remèdes. Et il est parmi nous depuis si longtemps. C'est un alchimiste, pas un sorcier. Quoique, dit dame Branet en entrant dans la pièce, depuis qu'il vient dans mon auberge, le vin tourne bien souvent. C'est vrai, dit l'apothicaire. Il fait des remèdes meilleurs que les miens. Ça cache quelque chose. Moi, dit une bonne femme, il m'a donné une pierre pour me protéger. Eh bien, je suis sûre que tous mes malheurs viennent de lui. Et comme par enchantement, tout ce bon peuple que Dollfus avait si souvent aidé se retourna contre lui. Tous ses remèdes étaient des poisons. Tous ses conseils d'infâmes machinations. Enfin, tous les villageois savaient d'où venait leur malheur. « Ça ne se passera pas comme ça !» cria quelqu'un. « À mort !» cria un autre. « Au bûcher !» hurla la foule. Jean, un peu surpris que son stratagème ait si bien marché, dit « Au bûcher, c'est peut-être un peu exagéré. »« Si, au bûcher !» cria dame Branet, les yeux exorbités. C'est une foule hurlante qui se rendit chez maître Dollfus. Ils traversèrent la cour, des torches à la main, en criant des « À mort Dollfus ! À mort le sorcier !» Les dragons de pierre les regardèrent passer impassibles. Déchaînés, ils tapèrent à la porte. Celle-ci s'ouvrit dans un silence de mort. L'alchimiste était là. Il regarda les uns, les autres, tous ses voisins, ses amis, et dit d'un air triste « Je vous attendais. » Son regard s'arrêta sur Jean et il dit « Toi, mon fils, n'oublie pas. Tu as donné ta parole.
Tu as touché l'art et l'art t'a touché. Plus ébranlé qu'il ne le laissait paraître, Jean recula. Dame Brannet en profita pour crier « À mort !» Ce fut comme si une vitre se brisait. La foule se jeta sur Dollfus. Il fut traîné sur la place du village. Là, un grand bûcher avait déjà été dressé. Chacun y avait participé. Chaque brindille avait un nom. Rancœur, frustration, vengeance, colère, peur, haine. C'est sur un tel bûcher que Dollfus fut hissé, sous les rires et les quolibets de la foule. Tout le monde était là, et même Jean que l'on avait poussé devant. Nul ne sait qui alluma le bûcher, mais bientôt, d'immenses flammes s'élevèrent autour du pauvre Dollfus. La dernière chose que Jean vit, c'est le visage du maître apparaissant entre deux flammes. Un visage paisible, sans peur. Il entendit distinctement la voix du maître lui murmurer « Va, mon fils, je te pardonne. Ce qui est donné est donné. Tu es toujours mon disciple. » Le visage disparut et Jean aurait pu jurer avoir vu à sa place un minuscule dragon émeraude. Le bûcher était froid maintenant. Les cendres n'étaient pas seulement sur la place, mais aussi dans le cœur de chacun. Les gens rentraient chez eux en silence, sans même oser se regarder. Derrière les volets clos, chacun se retrouvait face à lui-même. Les jours passèrent et la vie reprit son cours. Bien sûr, on évitait soigneusement de parler de Dollfus. Les gens oubliaient. Il est des événements qu'il n'est pas bon de garder en mémoire. Tout le monde oubliait, sauf un, Jean. La vie n'avait plus de saveur. Il ne mangeait plus, ne dormait plus. Dame Brannet ne cessait de le harceler pour qu'il fasse de l'or qui tienne cette fois. Sans cesse, il pensait à l'alchimiste. Lui, un étranger, avait été accueilli comme un fils par cet étrange bonhomme. Sur sa bonne mine, il lui avait donné son secret le plus précieux. Alors il se rendit à la cave, là où il avait caché la lampe. Il approcha la main et la prit sans se brûler. C'est d'un pas tranquille qu'il quitta cette maison, alla jusqu'à la rue haute, traversa la cour. Les dragons de pierre se faisaient face et les visages étaient souriants. La porte s'ouvrit sans difficulté. Et pour la première fois, il la passa sans y penser et sans se cogner. L'escalier, qu'il avait trouvé si rebutant, l'invitait à descendre. C'est en glissant, plus qu'en marchant, qu'il atteignit le laboratoire. Là, il prit la lampe et la replaça dans la niche. Au milieu de lumières multicolores, il s'assit et dit « Je suis enfin chez moi. » Le disciple, un conte de Patrick Buron-Sténas, publié au Mercure dauphinois.